Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Fédération du Parti communiste français. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les conseillers départementaux et régionaux, cher Fatia Agoun, président du groupe Val-de-Marne en commun, cher Pascal Savoldelli, sénateur du Val-de-Marne, et à qui on lui souhaite un très bel anniversaire parce que c'est l'anniversaire de Pascal ce soir. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables associatifs, syndicaux et politiques, et je veux saluer aussi la présence d'Aïssa Galmi, responsable départemental et national des écologistes, et saluer également Jonathan Kinsden, responsable départemental du Parti socialiste, également les camarades de la direction de l'Union départementale CGT. J'ai vu Colline, j'ai vu Sébastien Dandurand, donc l'ensemble des camarades responsables syndicaux. Chers amis, chers camarades, il me revient donc l'immense honneur de vous présenter au nom de la direction départementale du Parti communiste français nos vœux les plus chaleureux de bonheur, de paix, de santé, d'épanouissement personnel et de réussite collective pour cette nouvelle année. Oui, nous avons besoin de nourrir l'espoir d'un monde meilleur, construit sur la base de nouvelles coopérations et de respect entre les peuples, en réaffirmant les principes et les valeurs universelles de l'émancipation humaine, de liberté individuelle et collective. Partout dans le monde, les guerres font des ravages, abîment l'humanité, la vie humaine et plus généralement le vivant. Je souhaite rappeler ces mots de Paul Vaillant-Couturier. Ils sont de 1936 et restent d'une brûlante actualité. Un désordre sans précédent préside au destin des choses et des hommes. Le monde vit dans la hantise de la guerre, dans la crainte ou sous la chape de plomb de la servitude, dans l'effroi, au milieu de l'abondance, de manquer du pain quotidien. La jeunesse ouverte sur la vie est courbée sous la terreur du lendemain. Les anciens continuent leur sacrifice. La vieillesse ne connaît plus ni calme assuré, ni repos. Personne n'échappe à la loi commune de l'insécurité. 89 ans après, le sort réservé à l'humanité n'a pas beaucoup changé. Vivre avec la hantise de la guerre et manquer de pain alors même qu'il n'y a jamais eu autant de richesses créées. Nos pensées seront donc pour celles et ceux qui, même meurtris par les guerres, par le colonialisme, par la négation des droits fondamentaux des peuples, continuent à résister et à cultiver l'espoir. L'enlisement de la guerre suite à l'invasion de l'Ukraine continue de faire peser sur l'Europe tout entière des risques incommensurables. Les attaques qui ont eu lieu aujourd'hui nous rappellent à quel point la guerre est une perspective qui détruit l'humanité dans son ensemble. Je pense aussi au peuple palestinien qui subit un ignoble nettoyage ethnique et l'intensification de la colonisation. Un peuple qui résiste, qui fait l'honneur de l'intelligence et du dialogue. Un peuple qui s'enracine comme un olivier, alors même que l'armée d'occupation israélienne cherche à le déraciner par milliers. Alors, honneur à celles et ceux qui résistent et s'enracinent. Et nous serons aussi aux côtés des Israéliens qui aspirent à la paix et défendent les droits des Palestiniens à vivre sur leur terre. Au nom des communistes val-de-marnais, je souhaite réaffirmer, comme l'a fait notre secrétaire national hier soir, non, il n'y a plus aucun argument à ne pas reconnaître l'État de Palestine sur la base des résolutions de l'ONU, avec Jérusalem-Est comme capitale. Le président de la République ne fait donc pas honneur à la patrie des droits de l'homme et de la grande révolution française lorsqu'il déclare attendre le moment opportun pour reconnaître l'État de Palestine. Le moment opportun est maintenant. C'est ce qui exige le respect du droit international pour qu'enfin la paix puisse advenir et la construction d'un État palestinien souverain aux côtés d'Israël permette aux deux peuples de vivre en sécurité. Aussi, les bouleversements récents en Syrie avec l'arrivée au pouvoir de milices djihadistes, avec un soutien affiché et affirmé du Qatar et de la Turquie,
font peser des risques énormes sur le peuple kurde, mais de façon plus générale sur l'ensemble des minorités qui vivent en Syrie. Bâillonner le peuple kurde, martyrisé depuis des siècles, et cela alors même que nous commémorons dans bientôt quelques jours la libération de Kobané et du Rojava des forces fascistes et obscurantistes de l'État islamique. Et je veux remercier notre camarade Lamia Kirouani qui se rendra à Kobané pour représenter le Parti communiste français lors des cérémonies officielles le 26 janvier. La communauté internationale a donc une dette envers le peuple kurde. C'est pourquoi la France doit réaffirmer le droit du peuple kurde à l'autodétermination, à pouvoir décider de son destin en tant que peuple libre et souverain. Ce soir, je pense aussi au peuple sahraoui. Notre pays ne s'honore pas après avoir bafoué le droit international en prétendant reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, illégalement occupé par Rabat. Réaffirmer le droit international, le respect des traités et conventions internationales, la Charte des Nations Unies est la plus grande des urgences dans ces moments troublés. Solidarité donc avec tous les peuples épris de justice et de liberté. Solidarité avec le peuple cubain qui lutte pour sa souveraineté. Solidarité avec tous les progressistes aux quatre coins du globe. Oui, le droit international, les valeurs et les principes posés par la Charte des Nations Unies ne peuvent pas être à géométrie variable, comme vient de le faire François Bayrou lors de son discours de politique générale. Les centaines de milliards d'euros d'investissement dans les industries de l'armement font peser le risque d'une troisième guerre mondiale. Alors, dans cette période, le rôle de la diplomatie française et européenne devrait se situer dans la recherche permanente de la désescalade et leur résolution par voie diplomatique et non l'envoi des troupes au sol en dehors de tout cadre international, comme l'a proposé le président Zelensky à Emmanuel Macron. Les guerres sans fin, les visées hégémoniques ou néocoloniales pour faire main basse sur les matières premières et de nouveaux territoires ne peuvent produire que d'immenses sacrifices humains, écologiques et économiques. Ainsi, avec la loi de programmation militaire, le budget des armées aura progressé de près de 50% en 2024, dépassant les 50 milliards d'euros. Ce seront donc plus de 50 milliards d'euros qui ne répondront pas aux besoins sociaux et environnementaux. Par exemple, pour moderniser et développer nos services publics qui sont pourtant si utiles et qui manquent cruellement de moyens financiers. Le Premier ministre indiquait par exemple la nécessité d'abonder environ de la même somme, près de 50 milliards d'euros cet après-midi, pour maintenir le niveau des pensions et l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Voilà donc une piste de financement que nous partageons avec lui, au cas où l'idée ne lui viendrait pas à l'esprit. L'ensemble des ingérences, donc, répétées des puissances étrangères sur les théâtres de guerre, l'armement des milices ou encore le financement des campagnes électorales comme nous l'avons vécu en France avec le soutien de Vladimir Poutine à Marine Le Pen ou encore d'Elon Musk, multimilliardaire, devenu l'organisateur, le metteur en orbite de tous les fascistes, des suprémacistes et des xénophobes, vise à remodeler le capital financier dans des pouvoirs autoritaires et totalitaires. Dès lors, nous avons besoin de prendre la mesure de la gravité de la situation et devons prendre à bras-le-corps la nécessité d'engager toutes les batailles d'idées et les luttes pour refaire refluer la droite et l'extrême droite dans notre pays. Cela dans un contexte de fragilisation historique des institutions de la Ve République et de rejet massif des personnalités politiques, tant les repères idéologiques ont été abîmés et brouillés, au point que les aspirations pour le progrès social et la dignité humaine se sont fondues dans la résignation et le fatalisme. Macron, qui voulait révolutionner le paysage politique et le pays, ne l'aura qu'enfoncé dans un exercice de pouvoir bonapartiste, toujours au service du capital et des possédants, toujours méprisant de celles et ceux qui font vivre la nation. En fin de règne, il aura en effet accompli toute sa mission, et pleinement sa mission, dérégulant encore plus le marché du travail, réduisant drastiquement les droits sociaux, les budgets de la sécurité sociale. Il aura, tout en prétendant le contraire, cassé les services publics. Un échec donc pour la population sur tous les plans.
La fin de l'aide à la pierre et la spéculation immobilière ont produit la plus grande crise du logement de ces 50 dernières années, faisant grimper à plus de 100 000 demandeurs de logement dans le Val-de-Marne et à près de 3 millions dans le pays. La réduction des droits à l'assurance chômage des salariés privés d'emploi, la stigmatisation permanente des Français issus de plusieurs générations de migration et qui font la richesse de notre nation auront participé aux fractures sociales que connaît le pays. Ainsi, en 7 ans de mandat, auxquels il faut ajouter les politiques libérales des gouvernements Chirac, Sarkozy et Hollande, les politiques nationales auront fragilisé toutes les catégories populaires, et parmi lesquelles particulièrement les femmes, les jeunes, les étudiants qui ne peuvent plus se soigner ou manger à leur faim, ou encore les seniors dont nous savons que les fins de carrière sont de plus en plus pénibles. C'est donc un recul civilisationnel, alors même que les capacités productives et les richesses créées par le travail sont exponentielles. La minorité donc, qui est installée à la tête du pays, par ce coup d'État permanent, cherche à poursuivre sa sale besogne, ainsi sans aucune retenue et sans gêne, malgré l'immense désaveu populaire que les élections européennes et législatives leur ont infligé. C'est dire à quel point ces gens sont nés avant la honte. Les membres du gouvernement qui récitent les mêmes éléments de langage sur le travail, eux-mêmes qui ont instauré une nouvelle forme de STO pour les bénéficiaires du RSA. Et comment ne pas rager de colère lorsque le député Renaissance Mathieu Lefebvre répète tel un perroquet qu'il faut faire des efforts dans ce pays et qui dit « on ne travaille pas assez tout au long de la semaine, on ne travaille pas assez tout au long de l'année, on ne travaille pas assez tout au long de la vie ». Nous, au contraire, nous pensons qu'il est temps d'inverser le rapport de force et de faire payer au capital les centaines de milliards volés sur le dos du monde du travail. Plus de 200 milliards d'euros de transferts d'impôts et de charges et de taxes des entreprises transférés sur les ménages ces 20 dernières années. Seuls sous le mandat de Macron, ce sont plus de 70 milliards d'euros par an qui ont été concédés aux plus fortunés par pur dogmatisme idéologique. Et pendant ce temps, le Premier ministre récitait cet après-midi les mêmes refrains sur la dette. La dette, la dette, la dette que nous entendons depuis près d'un demi-siècle. Or, la première dette qui sera léguée aux générations futures, c'est bien la dette écologique et sociale. Il me rappelle cette phrase de Marx qui écrivait dans Le Capital, je le cite, « Après moi le déluge, telle est la devise de tout capitaliste et de toute nation capitaliste. » Le capital ne s'inquiète donc point de la santé et de la durée de la vie du travailleur, s'il n'y est pas contraint par la société. Chacun mesurera donc que cette formule n'a pas pris une seule ride. Incapable donc d'avoir une ambition réelle pour la transition écologique qui nécessite des centaines de milliards d'investissements à la fois dans l'appareil productif mais aussi dans les services publics, notamment pour créer de nouveaux services publics nationaux et décentralisés afin de répondre aux immenses défis du vieillissement de la population, de l'émancipation humaine et de la sécurisation des parcours de vie. Encore ce samedi dernier, lors d'une distribution de tracts pour la campagne des municipales à Villeneuve-Saint-Georges, un retraité m'interpellait sur sa situation familiale. Touchant une pension de 2 500 € avec son épouse, il doit trouver une place d'hébergement dans un EHPAD pour que son épouse, qui est en perte d'autonomie, comme tant d'autres, puisse être pris en charge. 2 500 € de revenus à eux deux et une place en EHPAD qui est l'équivalent de 4 000 € en région parisienne. Alors, il a l'option soit de vendre sa maison qu'il a acquise avec le travail de toute une vie pour financer les frais, soit trouver une place en province à plusieurs centaines de kilomètres, soit avoir une rupture avec son épouse. Alors, chers amis, chers camarades, est-ce ainsi que les hommes et les femmes doivent vivre en 2025 ? Certainement pas. C'est pourquoi le Parti communiste, les communistes, proposent depuis plusieurs années la création d'une grande loi sur l'autonomie et le handicap, avec la mise en place d'une 5e branche de la sécurité sociale qui assurera cette prise en charge. C'est bien cela une avancée sociale et civilisationnelle, et non pas l'allongement du temps de travail. À cette occasion, je veux saluer l'engagement de notre ami et camarade Daniel Henry, puisque j'ai parlé de Villeneuve-Saint-Georges,
qui fait une excellente campagne, respectueuse des habitants de cette ville populaire de notre département. Je veux saluer et remercier, on peut l'applaudir. Et Daniel et plusieurs autres camarades sont bien excusés. Ils sont en porte-à-porte encore ce soir dans des conditions extrêmement difficiles. Je veux saluer et remercier l'ensemble des militants et militantes qui font la démonstration que le rassemblement dans l'action et sur des objectifs communs pour battre la droite et l'extrême droite devient une force incroyable. Bravo à vous toutes, à tous, amis et camarades. Poursuivons donc tous nos efforts pour redonner à Villeneuve-Saint-Georges une équipe d'élus déterminée à être au service de l'intérêt général. Partout, la fragilisation de la vie, de nos écosystèmes produit des effets dévastateurs. Réchauffement climatique global, période de sécheresse de plus en plus longue, notamment dans le pourtour méditerranéen, qui a d'ores et déjà deux effets immédiats. D'abord, la raréfaction de l'eau, et donc la capacité à satisfaire les besoins humains, et dans le même mouvement, une aridification des sols qui va de plus en plus réduire les terres agricoles cultivables, comme c'est déjà le cas dans le sud de l'Espagne ou au Proche-Orient. C'est pourquoi il faut agir et vite pour endiguer les catastrophes climatiques de plus en plus violentes et inattendues comme les crues dans le Pas-de-Calais ou les feux de forêt au Canada et les cyclones et tempêtes que nous venons de vivre à Mayotte, mais aussi partout dans le monde. Toutes nos pensées vont donc aux victimes et nous adressons notre solidarité pleine et entière aux Mahorais endeuillés par ces catastrophes. Les catastrophes tuent, mais la précarité tue également. L'habitat indigne, les bidonvilles qui résident sont aussi une source qui fait augmenter le nombre de décès. Nous sommes donc cette génération de militantes et de militants qui devons affronter la plus grande crise civilisationnelle du capitalisme et du climat, où la mondialisation de l'économie n'aura apporté la prospérité que seulement pour les pays du Nord et entraîné l'humanité dans l'ère de l'Anthropocène. Elle enfonce aujourd'hui les peuples du Nord comme du Sud dans une crise économique et sociale sans précédent, une guerre économique qui se traduit à la fois par une concurrence effrénée, imposant un nivellement par le bas au plus grand nombre, et surtout en organisant le plus grand désordre économique, environnemental et social jamais connu. Et cela au nom de la recherche de rentabilité dans les plus courts délais pour l'accumulation, toujours plus d'accumulation du capital. Le Premier ministre vient donc de réaffirmer le même cap. Il n'y aura donc aucun changement. Il propose même d'ouvrir une nouvelle guerre économique et technologique entre les États-Unis, l'Europe et la Chine. Nous ne sommes évidemment pas surpris de ces annonces. Voilà donc l'ensemble des logiques qui poussent l'humanité à sa perte. Voilà pourquoi les générations d'aujourd'hui et de demain sont au pied du mur. Voilà pourquoi nous voulons en finir avec ce système d'exploitation et d'aliénation qui ne reconnaît le droit au bonheur que pour les possédants, pour les capitalistes. Si nous le faisons, nous participerons donc de la mystification ambiante, du brouillage des repères idéologiques. Et oui, l'idéologie n'est pas un gros mot, évidemment que non. Et le compte d'en face, le capital y déploie des moyens humains et financiers incommensurables. Chers amis, chers camarades, je n'ai pas besoin de vous rappeler que, mis à part quelques médias indépendants, et heureusement qu'ils sont là, et parmi lesquels l'humanité, la quasi-totalité de la presse et des chaînes de télévision sont au service de l'idéologie dominante. Donc, nous avons besoin de faire la démonstration. La démonstration est maintenant d'identifier les responsables des malheurs, démontrer les mécanismes à l'œuvre, appeler à l'intelligence humaine et à l'unité du monde du travail. Et le seul chemin qui permettra donc de transformer la société. C'est ainsi que les forces de gauche et écologistes peuvent combattre réellement la droite et l'extrême droite. La clarté des idées doit s'appuyer sur une volonté commune pour construire un mouvement populaire agissant, conscient de sa force et de son pouvoir lorsqu'il se met en grève et en action, pour ne plus subir, mais reconquérir tout ce qui nous a été arraché ces dernières décennies. Il ne suffira pas pour la gauche et le mouvement social de se cantonner
à des campagnes électorales pour obtenir des victoires. C'est bien donc la seule boussole qui nous guide depuis la création du Parti communiste français, le progrès social, le progrès humain. Et les premières victoires du bloc ouvrier et paysan en 1925 dans plusieurs communes de la Seine-Sud et qui auront permis de mettre en place des politiques publiques innovantes, cherchant à répondre aux besoins socio-écologiques, à protéger le vivant, à défendre la dignité au travail et dans la cité, et permettre aux couches populaires de diriger les affaires communales. Prolongeant ainsi l'exemple de la Commune de Paris dans l'exercice d'une démocratie directe et populaire, en permettant aux enfants de la classe ouvrière d'accéder au meilleur, à la culture, aux loisirs, à l'éducation, à la pratique sportive, à des logements dignes et confortables en éradiquant les bidonvilles, aux centres municipaux de santé garantissant à chacun et chacune l'accès à des soins de proximité. Et il n'y a donc aucune nostalgie dans ce que je dis et encore moins dans la pratique des élus communistes, et en particulier de nos maires dont je veux saluer l'engagement, le travail au quotidien qui est exceptionnel, mais aussi de nos camarades, de nos élus départementaux qui au quotidien, et malgré la baisse drastique des moyens des collectivités territoriales, se posent en permanence la question de comment répondre aux aspirations populaires, cela en faisant de la gestion de nos collectivités des lieux d'intervention citoyenne et populaire, mais aussi pour en faire des outils d'expérimentation de ce qui n'existe pas encore. Alors oui, nous sommes fiers de continuer à écrire ces nouvelles pages du communisme municipal en appliquant l'égalité réelle, en désenclavant les quartiers populaires par des moyens de transport innovants comme le téléval, ou encore en créant des régies municipales pour l'agriculture bio, en transformant les lieux de vie en lieux d'éducation populaire et d'émancipation culturelle. Pour conclure mon propos, et j'ai déjà été un peu lent, nous voulons donc travailler avec humilité et patience. Humilité et patience pour la construction d'une perspective politique qui tourne le dos aux politiques ultralibérales en France et dans le monde, et qui passe par des victoires à toutes les échéances électorales, en commençant par les élections municipales de 2026. Les communistes val-de-marnais souhaitent donc travailler au rassemblement les plus larges sur la base de projets démocratiques, écologiques et sociaux, sans hégémonie aucune, mais sans non plus se laisser impressionner par des ambitions personnelles ou des aventures. Chers amis, chers camarades, une nouvelle fois au nom de la direction du Parti communiste français, donc la direction départementale, je vous présente donc nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de victoire collective pour cette nouvelle année 2025. Merci de votre attention.